Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Être enceinte, attendre un enfant, accoucher, devenir parent. Des étapes qui chamboulent toute une vie. Au-delà des rendez-vous médicaux pendant la grossesse et puis plus tard chez le pédiatre avec son bébé, n'y aurait-il pas parfois besoin de se faire épauler, de se faire chouchouter, de prendre du temps pour soi ? C'est justement la mission de mon invitée du jour, Michaela Cornacchia, doula à Revel. Élaborer un plan de naissance, faire le tri dans les informations sur la grossesse, former les parents au portage du bébé, préparer des repas ou tout simplement offrir une écoute bienveillante, bienvenue dans le quotidien d'une doula qui prend soin des futurs ou des tout nouveaux parents pour leur permettre de s'occuper sereinement de leur enfant. Bonjour Michaela. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Akiba Plat podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de nous parler de ton métier de doula, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Alors du coup, moi je suis Michaela, comme vous l'entendez, j'ai un accent. Je suis italienne en France depuis bientôt 8 ans. Avant, j'étais à Toulouse et depuis 1 an et demi, je vis sur la commune de Revel. J'ai 37 ans et je suis doula et monitrice de portage. Et qu'est-ce que tu faisais avant ça Oui. Avant ça, c'est très long. Si on veut, on va résumer. En fait, j'ai fait des longues études en Sciences Po. J'ai fait un peu ce qui correspond à l'ENA en France parce que je voulais entreprendre la carrière diplomatique et je me suis spécialisée dans la protection des migrants et des réfugiés en Méditerranée. Sauf que je voulais travailler pour des grands ONG, faire des grandes choses, etc. C'est un domaine très compliqué. Ensuite, j'ai essayé du coup la carrière diplomatique, sauf que ça s'est pas fait les années pendant lesquelles j'ai étudié. Et au bout d'un moment, j'avais 28 ans et j'avais fait que étudier pendant toute ma vie. Donc je me suis dit, bon, ce serait pas mal d'aller travailler aussi. Et j'ai commencé à travailler, j'ai plus arrêté parce que ça m'a plu, voilà. Je suis venue en France pour améliorer le français. Au final, je suis restée ici. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari et on a décidé ensemble de rester en France. Et j'ai travaillé dans un service d'administration des ventes pour un site de vente privée. Je suis restée 3 ans environ et j'ai quitté ce poste pendant ma grossesse parce que c'est à partir de là où quelque chose a commencé à changer en moi et c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que ça change en devenant mère, en devenant parent dès la grossesse déjà. Donc cette curiosité a fait que au bout d'un moment j'ai décidé d'approfondir, de me reconvertir en métier et de me former pour aiguiller les autres. Donc en fait, le fait que tu sois devenue doula, c'est vraiment lié à ta grossesse et à la naissance de ta fille. Oui, ça exactement. C'est vraiment lié à mon expérience personnelle. Au tout début, c'était juste par des lectures, par une simple curiosité. Donc c'était plus entre copines, je disais, j'ai lu ça serait chouette. Que tu fasses ça, etc. Mais ça n'était pas du tout un métier, c'était juste une culture personnelle, comme on peut aimer faire de la peinture, mais en même temps être chef d'entreprise, ça n'empêche, une chose n'empêche pas l'autre. Par contre, j'ai vraiment eu ce désir d'avoir une certaine posture professionnelle, de me former dans ce domaine. Et s'il y a une chose que j'ai compris grâce aux formations, que tout ce que je faisais avant en tant que copine, ça serait bien que tu fasses ça serait bien que ça c'est bien de le faire, etc. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc, s'il y a une chose que j'ai beaucoup intégrée et appréciée, sur laquelle j'ai quand même dû travailler, c'est vraiment travailler dans l'accompagnement humain, surtout avec des moments de la vie pendant lesquels on est très vulnérable et en plein changement. Ça demande un effort de neutralité, d'écoute active sans intervenir, sans ramener nos propres expériences,
nos avis. Vraiment rester neutre et jamais utiliser l'expression il faut que tu fasses ça. Et voilà. Et, donc, voilà le changement qu'il y a eu entre juste un simple intérêt et décider d'en faire un métier, quoi. Et toi, au niveau de ton expérience personnelle, qu'est-ce qui a changé en toi, peut-être aussi au niveau du couple, quand tu as été enceinte en fait et quand tu as peut-être après en fait avoir accouché de ta fille? Si tu peux nous donner comme ça 1 ou 2 exemples. Oui, alors, juste en étant enceinte, j'ai commencé à faire un tri du réseau autour de moi. Ça se fait très naturellement parfois. Parfois, ça peut être très douloureux et parfois, c'est nécessaire. Donc, j'ai décidé les endroits à fréquenter, les gens à voir, un peu sans trop croire aux énergies positives ou négatives des gens, sans rentrer trop dans ce domaine-là. On décide vraiment de s'entourer de choses qui nous font du bien ou de ramener nous, notre grossesse et notre bébé qui vit en nous, là où on veut. Et on se sent, moi, je me suis sentie vite perturbée quand je n'étais pas au bon endroit. Après, suite à la naissance, l'accouchement, ça a été un accouchement super dans mon point de vue. Et niveau couple et personne, ben, les changements ont été très nombreux, mais très nombreux et dans un flux de développement et changement en continu, de changement d'équilibre, de changements hormonaux, changements physiques. Qui demanderait un entraînement, sauf qu'on ne peut pas s'entraîner à ça, parce que ça veut dire s'entraîner à l'imprévu et s'entraîner aussi aux échanges, à un bon niveau de conversation avec le conjoint, un bon niveau de conversation avec le bébé, parce que c'est un troisième élément de la famille qui arrive, un troisième pour un premier enfant, mais ça va changer pour chaque enfant à venir. Ça demande beaucoup d'adaptabilité et un cerveau qui arrive à lâcher prise sur certaines choses et surtout qui arrive à accueillir le changement. Bien sûr, tout ça ne peut pas avoir lieu dans un cadre tendu, plein d'insécurité, plein d'instabilité. Mais il est possible de mettre des choses en place pour bien le vivre et pourquoi pas continuer à faire le tri qu'on avait commencé pendant la grossesse. Faire le tri, ça ne veut pas dire rester isolé, mais bien au contraire, s'entourer aussi de nouvelles personnes qui vont nous rassembler plus à cette nouvelle version de nous-mêmes qui est en train de naître avec le bébé et qu'au final peuvent devenir des personnes bien plus précieuses de celles qu'on avait avant. Mais vraiment, il faut garder en tête que oui, le bébé, il vient au monde, c'est une personne différente de nous, différente de notre conjoint. Mais nous aussi, on est en plein changement et ce changement dure environ 3 ans. On change en tant que personne, on change en tant que femme, on change en tant que mère, on change en tant que père, coparent, conjoint. En tant que couple, il y a un gros chamboulement qu'il faut accueillir et c'est donner aussi des moments pour pouvoir réfléchir vers quoi ce changement nous amène. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu et ce que tout le monde vit de manière plus ou moins consciente. Et voilà, il faut lâcher prise, accepter le changement, mais bien réfléchir à ce qui se passe, pas le subir de manière passive. Et c'est justement ton métier d'accompagner en fait oui. les femmes, les couples à tous ces changements. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste le métier de doula ? Voilà, le métier de doula, en effet, ça consiste à peu près dans ce que je viens de dire. Ça dépend si c'est pendant la grossesse ou l'accouchement. Si c'est pendant la grossesse, voilà, normalement, surtout pour un premier enfant, on est enceinte, on vit dans le grand secret du premier trimestre. Ensuite, on vit des expériences des autres, on vit des achats des autres, on vit des accouchements des autres. On vit du suivi médical, de la sage-femme, du gynécologue, auquel on donne extrêmement d'importance, mais on se questionne très rarement
sur ce qu'on est, ce qu'on souhaite, quelles sont nos peurs, quelles sont nos craintes, quelles sont nos ambitions, quelles sont les choses qu'on souhaiterait faire ou absolument pas faire au-delà de ce qu'ils nous disent les autres. Quels sont nos moyens en tant que personne, en tant que femme et en tant que couple. Pas moyens financiers, oui, bien sûr, mais aussi moyens niveau environnement, niveau réseau, pas réseaux sociaux, réseau amis, réseau de soutien. Et aussi quels sont nos projets pour mettre au monde cet enfant. Donc, je suis là un peu pour faire le tri parmi toutes les options qu'on a. Et aussi pour rendre les futurs parents conscients des options qui s'ouvrent à eux. Et aussi de leur droit de s'affirmer en tant que personne et exprimer leurs doutes. Aussi pour les encourager un peu le mot anglais empowerment, leur donner le pouvoir et la conscience qu'ils sont capables aussi, je fais un exemple très bête, de poser des questions à leur sage-femme, à leur gynécologue, alors que c'est des questions qu'ils n'osent pas poser, ils rentrent chez eux en se disant j'aurais peut-être dû poser cette question, je ne sais pas. C'est pas la doula qui a la réponse, parce que la doula, c'est un accompagnement complémentaire, non médical. Elle se substitue jamais ni à un gynécologue ni à une sage-femme. Elle est même pas formée pour le faire. Mais elle est là juste pour dire, vous avez le droit de poser cette question, d'obtenir une réponse. Vous avez le droit de je ne sais pas, d'accoucher sur péridurale, même si toutes les doulas disent que elles ont un avis mitigé par rapport à ça. C'est pas mon avis qui compte. C'est vraiment voir les personnes que j'ai en face et les aider à trouver la meilleure manière de vivre sereinement leur grossesse et leur accouchement. Après, pendant le postpartum, j'interviens bien évidemment les premiers mois, les premières semaines surtout, pour gérer ce gros tremblement de terre qui arrive à la maison. Qui un peu détruit l'idée qu'on a du bébé imaginé, l'idée qu'on a de nous en tant que mère qui vient d'accoucher, la jolie photo, bébé au sein, bébé biberon, nous dans une jolie chemise de nuit toute blanche. On n'est pas dans ça. C'est juste de pouvoir rêver de ça, c'est correct, mais c'est aussi bien de pouvoir prévoir, parce qu'il y a des choses qui sont bien prévisibles, pour se préparer à bien vivre ce qui va arriver après. Donc, une bonne préparation au postpartum, ça se fait dès la grossesse. La chose la plus simple dont tout le monde parle, préparer de repas et congeler. Congeler. Quand quelqu'un vient vous rendre visite, demandez des repas, pas des fleurs. Ou des Sophie la girafe. C'est chouette Sophie la girafe, mais il en suffit une seule. Voilà. Dans les listes de naissance, ne mettez pas la chaise haute. Votre enfant commencera à manger à peine à 6 mois. Donc, la chaise haute, vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Demandez un atelier de portage, une écharpe de portage, demandez une cagnotte pour avoir une femme de ménage, pour faire appel à une doula à domicile. Et quand justement j'interviens en domicile, c'est aux besoins des parents. Ça peut être, je prends le bébé en portage, la maman, les parents ont besoin de dormir, d'aller se faire une balade. Ça peut être les parents épuisés, l'enfant, il a beaucoup de pleurs de décharge le soir, je sais pas comment faire. Allez, on met en place un atelier de portage, pas improvisé, c'est pas improvisé, j'amène tout le matériel avec moi. Mais c'est pas le rendez-vous pour l'atelier de portage. Je leur donne un moyen de portage, je dis, allez vous balader, sortez, sortez, prenez de l'air, bébé doit être avec vous. Mais faites comme ça peut être un soutien à l'allaitement. Je ne suis pas consultante en allaitement, mais je peux soutenir, encourager l'allaitement et je suis capable de détecter des problèmes pour que les parents puissent aller voir d'autres professionnels. Je m'occupe de la préparation de repas si un amont n'a pas été fait ou si ce jour-là, il y a un besoin. Ça peut être aussi du petit ménage, lancer une machine à laver, plier du linge. C'est vraiment un soulagement à domicile. Qui va s'estomper avec le temps parce que mon rôle n'est pas de rendre les parents dépendants de mon rôle, ni du rôle de quelqu'un d'autre, c'est de les rendre indépendants à 100%, mais de leur donner les moyens, le temps et la tranquillité de pouvoir arriver à ce moment d'indépendance complète. Oui, c'est vraiment un soutien en fait que tu apportes, soutien moral pendant la grossesse, etc. Et après, ça peut être vraiment, comme tu dis, un soutien sur les tâches quotidiennes, sur peut-être la façon aussi de porter son enfant, comme tu disais, exactement, etc. Donc voilà.
Et en soi, c'est vrai que quand les personnes font les listes de naissance, peut-être qu'ils pensent pas forcément au fait qu'ils seront très fatigués ou que ça sera peut-être pas, c'est peut-être pas les cadeaux en fait qui sont les plus importants, mais vraiment le soutien que quelqu'un peut venir leur apporter quoi. Sur le Oui, moment. oui, Ouais. oui, oui. Mais après, rien n'empêche qu'on souhaite avoir des jolis bavoirs et des jolis body. Mais on pense beaucoup aux achats matériels pour l'enfant et on oublie aussi les achats matériels pour la mère. Oui. Souvent, voilà, je veux pas pousser sur les matériels, mais je pense qu'un joli massage en postnatal, ça pourrait faire du bien. Le soin rebozo ou oui, on met par exemple les moyens de portage pour nos enfants, mais le moyen de portage, même le plus physiologique du monde, s'il n'est pas utilisé d'une manière correcte, ça ne donne aucune valeur en plus par rapport au pire moyen de portage. Donc voilà, se donner les moyens pour être serein. Voilà, c'est juste ça. Et est-ce que tu es là aussi au moment de l'accouchement? Est-ce que ça t'arrive ou pas du tout? Tu fais vraiment avant et après? Je pourrais être présente au moment de l'accouchement. Par contre, c'est un moment très délicat et hyper encadré. Donc, en tant que soutien, tu vois. En tant que soutien. Alors, en salle de naissance à la maternité, je ne peux pas rentrer parce que du coup, un seul accompagnement est autorisé à y être. Normalement, c'est le coparent. Donc, c'est légitime que ce soit comme ça. Donc, mon accompagnement, ça se traduit en accompagnement par téléphone. Et souvent, c'est pas avec la mère parce que la mère, elle met en off son néocortex, on lui parle pas, on la dérange pas, on la laisse dans son inconscient. C'est plutôt avec le père, du coup, qu'il faut discuter un petit peu pour lui donner des moyens, des astuces pour accompagner sa compagne d'une manière qui lui convient, parce que voilà, c'est un moment vraiment très instinctif, donc savoir ce qui nous convient à ce moment-là, ça va être un gros mystère. Et après, pour les accouchements à domicile, c'est assez rare, en tout cas, qu'on ait des accouchements à domicile ici. Mais la présence de la doula ne peut pas être présente sans la présence de la sage-femme. Donc, pareil, là, après travail, en attendant que la sage-femme arrive, ça va être par téléphone, ça va pas être une présence physique. Une fois que la sage-femme est là, oui, la doula peut être là. Mais je préfère quand même échanger avec la sage-femme en amont. Donc, c'est parce qu'il faut que ce soit un travail d'équipe, et même à la maternité, par exemple, quand j'aide les couples à rédiger un plan de naissance, où elles disent, le couple exprime leurs besoins, leurs souhaits, même en cas d'urgence, parce qu'en tout cas, c'est un voyage, l'accouchement. Donc, on sait d'où on part, on sait à peu près où on va arriver, mais comment, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, c'est bien d'exprimer ses propres souhaits, mais c'est bien aussi de connaître les imprévus, savoir comment l'équipe médicale va se comporter dans ce cas-là et voir quelles sont nos marges pour pouvoir prendre des petites décisions qui nous aident à bien vivre ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je reviens du coup sur la question, quand on rédige un plan de naissance, il faut que, j'aime bien que les parents le soumettent quand même à leur gynécologue, à la sage-femme, pour qu'elle puisse le voir et dire, nous on a mis ça, c'est avec ma douleur qu'on l'a fait, qu'est-ce que vous en pensez, pour que l'équipe soignante et l'équipe médicale, une fois que la femme est en salle de naissance, puisse apprécier ce geste et pas le voir comme un trop. Normalement, c'est plus le cas, mais vraiment, voilà, dans l'accompagnement doula, c'est aussi faire confiance à l'équipe médicale, parce que, à mon avis, ça c'est que mon avis par contre, on entend trop d'histoires défaitistes ou trop dures sur les accouchements. On est dans un environnement de méfiance. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas pour un accouchement en fait. Donc on arrête avec ça et on commence nous-mêmes à faire le premier pas pour que on puisse vivre cette grande étape de notre vie de la manière la plus tranquille et collaborative possible. Voilà. Et en t'écoutant parler, j'ai l'impression que aujourd'hui on a énormément d'infos sur l'accouchement, la naissance et même après sur l'éducation des enfants et tout. Et en même temps, j'ai l'impression que les parents sont un peu perdus dans cette masse d'infos, de trucs. Avoir trop d'informations, ça veut dire avoir aucune information. C'est hyper difficile parce que entre les tendances,
qu'on observe, que ça peut être sur les réseaux sociaux ou même autour de nous, entre les racontes, comment dire, les récits défaitistes de certains, les récits super des autres, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on se questionne jamais qu'est-ce qui me convient? C'est ça, qu'est-ce que je veux? Ouais. Voilà. Quelles sont aussi mes possibilités? Je ne sais pas, je fais un exemple tout bête. Il y a des grosses différences entre avoir un premier enfant et avoir un deuxième, troisième enfant, avoir la famille à côté et ne pas l'avoir. Il y a une grosse différence et cette différence, ça se répercute aussi sur les choix qu'on fait. Donc, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette pour tout le monde. Il faut vraiment que les parents se questionnent sur ce qui leur convient. Personnellement, je mets en cause aucun choix. Tout me convient tant que ça convient aux parents, mais réellement. Parce qu'en plus, la partie plus difficile de mon travail est aider les femmes et les couples à bien exprimer leurs besoins, bien exprimer leurs craintes, à bien exprimer leurs limites, les limites réelles, les limites qu'ils s'auto-imposent, pour qu'ils se sentent épanouis. Et même pour, je fais un autre exemple, pour un accouchement qui ne s'est pas passé comme prévu, pour que ce ne soit pas vu comme quelque chose qu'on n'a pas vécu, il aurait dû être, voilà, comme un échec, il aurait dû être différent, mais pas du tout. J'invite par exemple les parents dans ce cas-là à écrire un récit de leur accouchement, à le mettre à l'écrit et se rendre compte par cet exercice de ce qui s'est passé vraiment. Et comment elles ont réagi, pourquoi elles ont réagi comme ça, et comment les autres autour d'eux, ils ont réagi. Il faut arrêter avec les... Il faut. Voilà, on revient toujours à ça. Et voilà, donc oui, trop d'informations ne sert strictement à rien. Donc pareil, moi, je fais un tri, c'est-à-dire... des couples arrivent avec des grandes ambitions. J'ai vu moi ma copine faire ça, ma copine faire ça. Je donne pas toutes les informations, je donne juste les informations nécessaires. Ça sert à rien d'explorer toutes les pistes de soulagement de la douleur pour l'accouchement. S'il y a certaines que je vois que ça peut pas coller avec cette femme-là. Et heureusement, on en a plusieurs, médicamenteuses ou pas. Donc, il y en a plusieurs. Donc, Et est-ce que toi, tu aurais, là, comme ça, 3 conseils à donner à un couple qui vient d'avoir un enfant? Enceinte ou pas encore qui vient de naître? Oui, c'est ça. Tu parlais des repas et du fait de se faire aider. Oser demander de l'aide, recevoir de l'aide, parce que déjà, oser demander, c'est pas évident. Mais recevoir des compliments, ça nous met souvent mal à l'aise. Mais non, là, prenez tout ce qui vous arrive. Prenez tout. Mais aussi, oser imposer un cadre et des limites. C'est-à-dire, vous voulez pas que des visites avant 15 jours après l'accouchement. Voilà, vous voulez pas de visites immédiatement après l'accouchement, vous voulez attendre 15 jours, dites-le. Vous voulez des visites à un certain horaire, dites-le. Vous voulez qu'il parte à un certain moment, dites-le. Si c'était prévu un rendez-vous à un certain moment, à ce moment-là, le bébé vient s'endormir, dites que les gens ne peuvent pas venir. Osez vous imposer. Donc, voilà, acceptez de l'aide, le demander et imposer votre cadre. Voilà, ce qui se passe dans vos foyers à ce moment-là, il vous appartient. Et il faut prendre, mais aussi décider comment, où et pourquoi. Oui. Et recevoir, parce que recevoir, c'est quand même, ça demande de l'exercice. Et tu parlais tout à l'heure du fait d'habiter ou pas proche de sa famille quand on vient d'avoir un enfant. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer en tout. fait voilà. Tout, mais tout dans tous les sens en fait. Bien sûr, il faut voir quel type de famille on a à côté. Voilà, parce qu'on peut avoir toute la famille du père, de la mère dans le même village et ne pas les vouloir. C'est légitime, parce que justement, ce que je disais avant, une chose est le conseil d'une personne formée à écouter et à te faire un retour, un feedback, c'est pas forcément un conseil.
Une chose est la petite mamie ou la tante Ginette qui arrive et te dit il y a 40 ans j'ai fait ça. Ça c'est hyper embêtant. Donc normalement les femmes qui arrivent à moi savent déjà qu'à ces gens-là il faut poser des limites. Donc avoir la famille à côté, mais c'est une famille qu'on souhaite éloigner à ce moment-là, c'est pas méchant. Il faut le faire avec classe. C'est une chose. Avoir une famille hyper soutenante, je ne sais pas, des femmes qui ont un excellent rapport avec leur propre mère, et c'est la première ou avec leur père, qui va lui préparer les repas, les congeler pendant la grossesse. Là, franchement, vous les embarquez chez vous, il n'y a pas de souci. Autre chose, quand on a la famille qui est loin, l'idéal, s'ils viennent vous voir lors de l'accouchement, évitez de les héberger chez vous, parce que vous avez à trouver votre équilibre, ou prenez un Airbnb chez des amis, je ne sais pas, vous les laissez un peu dans leur coin, mais c'est du coup un aide, souvent c'est juste je veux voir le bébé. Donc là aussi, osez imposer vos limites. Mais la grosse différence, en effet, c'est pas forcément dans l'immédiat, mais c'est sur la longue durée. Pouvoir déléguer des tâches, pouvoir demander de l'aide, ça n'existe pas. Par contre, ça existe le fait de se pouvoir créer un nouveau réseau. S'il n'existait pas avant, de copines qui sont mamans, instaurer un certain lien avec une nounou, avec les voisins. Je veux pas dire faire confiance à tout le monde. Ils ne doivent pas forcément vous garder l'enfant, mais au moins vous tenir compagnie pendant que vous le faites. Ça, c'est déjà pas mal. Mais il y a quand même une grosse différence quand on est relayé ou pas. C'est comme un peu les coparents qui sont en déplacement, les coparents qui travaillent dans un bureau à 200 mètres de la maison. Ça change beaucoup. Ça demande un aménagement. Voilà. Rien n'est impossible, tout peut se faire. Ça demande un certain aménagement et surtout ne pas voir l'expérience des autres. Parce que peut-être que le monsieur qui est à 200 mètres de sa maison, il reste au bureau jusqu'à 19h30, quand l'autre qui est en déplacement, dès qu'il peut, il rentre. C'est une question d'intention, c'est une question de volonté, c'est une question d'aménagement de la vie familiale qui n'est plus la vie de couple quand il n'y avait que deux qui devaient juste s'aimer, être heureux, aller prendre l'apéro. Donc voilà. Et ça me fait penser, tout à l'heure tu parlais justement de la famille qui voulait venir voir l'enfant. Et j'ai l'impression que des fois, on encense la femme enceinte, etc. Mais qu'après, une fois qu'elle a accouché, là, toute l'attention, en fait, va plus vers le bébé que vers la femme, alors qu'elle vient de traverser quand même quelque chose de super important. Et que ça va durer. En fait, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Est-ce que tu as pu remarquer ça ou pas du tout ? Oui, complètement. Et c'est pour ça que souvent, mes accompagnements sont plus concentrés sur la préparation au postpartum et au postpartum, parce que je trouve qu'en France, si on est suivi par une sage-femme qui nous convient, par un gynécologue qui nous convient, on a pas mal de choses pendant la grossesse. On est analysé, ausculté, percé, on goûte des trucs impossibles pour vérifier que tout se passe bien. Et c'est bien, c'est bien. Par contre, une fois qu'on a accompli notre devoir vers la société et les statistiques sur la démographie, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et par contre, c'est là qu'il commence le plus dur. Parce que pendant la grossesse, oui, le premier trimestre, on pourrait avoir des nausées. Ensuite, on est fatigué. Ensuite, ce gros ventre, on ne sait plus se mettre les chaussures. C'est embêtant. Mais là, on vit quand même normalement dans une ambiance de création de la vie. On est effectivement insensé. On est des super mamans, etc. Une fois que ce ventre bien rond, bien dur, hyper beau devient tout molle, on a fini, quoi. Donc, il nous laisse avec notre ventre molle, le périnée fragilisé et des lochis. Et on est là, oui, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Le bébé, il est super, tout le monde veut le prendre, tout le monde lui faire des bisous. On a les visites tous les 10 jours, 15 jours chez le pédiatre, les vaccins, etc. Nous, 2-3 visites, c'est vite réglé. Le col s'est refermé, vous pouvez recommencer à aller à la piscine et c'est fini. C'est fini et la question commence, t'as perdu ton poids. Donc, franchement, c'est très déshumanisant, je trouve. Parce que c'est là que les hormones commencent à shooter, commencent à se transformer. Si on a mis en place un allaitement, déjà, est-ce qu'on arrive à bien le mettre en place, cet allaitement ? Est-ce que c'est frustrant ? Psychologiquement, on ne dort pas. Physiquement, on était belle avant, on était belle enceinte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est plus ce qu'on était avant, mais on est plus ce qu'on était enceinte.
Et ça, niveau physique et émotionnel, pareil. Il faut prendre soin des mères, il faut prendre soin des couples aussi, des coparents, parce que en fait, dans quelle société on se permet de dire à des gens, prenez soin de votre bébé, mais nous, on ne prend pas soin de vous. C'est hors de question. Il faut d'abord que les parents aillent bien pour qu'ils puissent bien s'occuper de leur enfant. C'est pour ça. Moi, par exemple, je dis, les enfants, je les adore, je les aime, tout ce qu'on veut, mais moi, je m'occupe des parents. Je ne m'occupe pas des enfants. C'est à eux de s'en occuper. Et c'est à moi, par contre, de les mettre dans des bonnes conditions pour l'arrivée. Et en effet, pendant le postpartum, il y a un désert, mais il y a un gros désert. Pourtant, l'offre, elle est là, des professionnels. Et que le problème est que souvent, c'est des diplômes reconnus par l'État, souvent, c'est des prestations chères. Ça, moi, je l'entends, je le comprends, je le sais. Mais est-ce que ces parents peuvent s'acheter un portable à 2000 € et est-ce que ces 2000 €, ils ne pourraient pas le mettre ailleurs? Alors voilà. Je ne veux pas dire que tout le monde a les moyens, mais je me dis on peut se donner les moyens pour y arriver, juste même en le disant. Mais le problème aujourd'hui, je trouve, est l'information entre l'existence de certaines pratiques de certains professionnels et le parent. Il y a un vide entre nous. Et d'un côté, parce qu'on vit heureusement dans une société où nos prestations médicales sont remboursées. Donc, on oublie qu'elles sont remboursées, on se dit qu'elles sont gratuites, mais en fait, elles sont remboursées, on les paye. C'est ça. Et on a vite tendance à mettre de côté tout ce qui est en plus. Mais est-ce que prendre soin de soi, pas d'un point de vue médical, juste un point de vue, de mon côté, je parle logistique, émotionnel, d'aide, de parole. Il y a des mamans chez lesquelles en postpartum, j'y vais pendant 3 heures et pendant 3 heures, elles parlent. Et parfois, je me dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien pour elle? Je me dis quand même oui, parce que si elle avait besoin de parler pendant 3 heures, quand même, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. C'est ça, l'écoute est super importante. Donc, il y a ce vide à combler. Et donc, bon, ça va se faire, je ne sais pas. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais 1 ou 2 livres à recommander sur le sujet de la périnatalité? C'est des livres très simples, très petits, donc faciles à lire même pour les parents débordés qui ne savent pas quand s'y mettre. En une journée, vous lisez les 2. Voilà, un week-end, vous allez le faire, surtout si vous n'avez pas encore d'enfants. Si vous avez des enfants, voilà, ça va vous prendre un peu plus de temps. Le premier, c'est Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Et le deuxième est Porter bébé de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau. Voilà. Ok, donc ça c'est 2 lectures que tu conseilles vraiment Oui, vraiment pour tout public. Voilà, il ne faut pas être pro de la périnatalité pour lire ces 2 livres-là. Ils sont petits, sont faciles à lire, ça donne des idées. Bien sûr, prenez pas tout. Voilà. Les livres de la périnatalité, c'est difficile, mais comme dans tous les trucs du bien-être, en fait, prenez pas tout. Voilà, il y a des choses qui vont pas vous correspondre. Voilà, vous lisez, vous tournez la page, c'est pas grave. Mais ça vous donne des bonnes pistes pour le premier, pour comprendre comment est fait un bébé, pourquoi il est comme ça, pourquoi l'accouchement se passe d'une certaine manière, quels sont les besoins de la mère du bébé lors de l'accouchement et dans le postpartum immédiat. Et Porter bébé, en fait, ça donne déjà des clés pour comprendre pourquoi les bébés, ils ont aussi tellement besoin d'être portés. Voilà. Parce que tous les bébés ont besoin d'être portés. Parce qu'ils ont été portés pendant 9 mois. 9 ou moins, ça dépend des cas. Mais surtout les prématurés, ils ont besoin de continuer cette vie en utérus à l'extérieur de l'utérus. C'est pour ça que le portage, normalement, est appelé utérus avec vue. Parce que continue dans cet environnement. Et c'est difficile de s'adapter d'un environnement aquatique, voilà, comme c'était dans le ventre, à un environnement aérien. C'est pas rien, hein, c'est un grand effort qu'il faut accompagner, bien évidemment, dans des bonnes conditions. Si on ne dort pas assez, si on est fatigué, ça demande de demander du soutien. Voilà. Merci Michaela pour ces ressources. Avec plaisir. Alors, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi si un couple, une personne veut prendre rendez-vous avec toi pour commencer un accompagnement? Alors, il y a mon site internet qui est www.doularevelle.com.
Sinon, mon compte Instagram, michaela.cornakia.doula. Et sinon, sur Google, s'ils cherchent doula Michaela, Michaela, Revel, Castres, quelque chose, ça va sortir sur Google et ils ont mon adresse mail qui est michaelacornakia@doularevel.com. Sinon, il y a aussi mon numéro de téléphone, mon contact. Et normalement, même si je reçois un mail de prise de rendez-vous sur le site internet, je demande toujours le numéro de téléphone pour pouvoir d'abord échanger par téléphone, comprendre quels sont ses besoins et ensuite on passe au rendez-vous. C'est peut-être pas malin de ma part, c'est-à-dire je pourrais directement prendre un rendez-vous et découvrir les besoins de la personne lors d'un rendez-vous, mais je trouve que dans l'accompagnement humain, essayer déjà de créer un lien par téléphone, essayer de voir si on se correspond, parce qu'il faut qu'il y ait du feeling entre moi et les personnes que j'accompagne, parce que je rentre dans leur intimité, donc c'est pas... Et je donne pas des conseils à suivre à la lettre, je vais m'adapter à leurs besoins. Donc ça se passe toujours par téléphone au tout début, c'est gratuit, hein. C'est pas facturé, ça, mais bien au contraire, mais pas, absolument pas. Et ensuite on passe au rendez-vous. Et les rendez-vous peuvent être pris de manière ponctuelle au besoin ou établir un calendrier pour... Et là, tu interviens dans quel périmètre tu te déplaces? 30 km autour de Revel jusqu'à Castres. Ok. Voilà, 30 km autour de Revel. Je ne les dépasse pas parce que sinon, ça va pas... rajouter des frais kilométriques à des prestations qui sont déjà payantes, ça pourrait être embêtant. Et je me déplace à domicile ou directement sur Revel, ici, dans mon cabinet. Super. Merci beaucoup, Michaela. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. À bientôt, merci. Ciao. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.